L'enseignement supérieur, où en est-on? Bonjour Adrien Trécorneau. Bonjour Jean-Philippe Denis. Adrien Trécorneau, vous êtes rédacteur en chef de Xerfi Canal et en particulier de Xerfi Campus. Voilà, où vous intervenez très régulièrement sous forme de chronique. Je vous ai déjà reçu pour évoquer, on a salué Pierre Dubois et le projet d'Institut d'études supérieures pour la licence. 3 chroniques, je rappelle, prises parmi celles que vous avez faites. Grandes écoles, lieux de formation ou passeport social pour la vie. Le diktat du FT sur le classement des écoles et réussir grâce au tremplin des petites universités de proximité. On a plus parlé de ce tremplin, voilà, de ce cycle. Alors, il y a quand même des questions que ça pose, sur lesquelles j'aimerais avoir votre sentiment. Si je prends le droit, si je prends la médecine, comment ça peut s'articuler avec des instituts d'études supérieures? Alors si on a plusieurs centaines d'instituts d'études supérieures sur tout le territoire qui regroupent les BTS, les IUT, les licences et licences pro et les classes prépa, on peut se dire, bon, est-ce qu'on va pouvoir effectivement assurer les 3 premières années de médecine ou les 3 premières années de droit? Et il y a un monopole de l'université. Effectivement, on peut se dire, pour ces grandes disciplines, il faut que ça reste dans des grandes institutions réputées, connues, etc. Mais en fait, c'est pas évident. C'est-à-dire que si on commence à réfléchir à cette réforme qui est souhaitable, qui serait une réforme un peu idéale, qui serait un projet républicain pour le 21e siècle, pour l'enseignement supérieur, on se dit qu'est-ce qui se passe sur la médecine par exemple? La réforme actuelle de suppression du numerus clausus, son but c'est d'arrêter de faire une sélection au bout d'un an de gavage de cerveau à la fin d'un concours, et on fait à la place une licence de santé généraliste qui mène non seulement à la médecine, mais aussi à des formations, à des métiers paramédicaux, etc. Cette licence de santé, il y a quand même plus d'un endroit où on pourrait la mettre en place à proximité de lieux de santé, par exemple. Et donc, on peut envisager qu'il n'y en ait peut-être pas 480 dans toute la France, mais que certaines disciplines soient enseignées quand même de façon proche aussi, quand même dans plusieurs endroits dans une région, par exemple. Donc, évidemment qu'on ne pourrait pas avoir une mini-université fois 500, ouais, bien sûr, mais il y a quand même pas plus d'endroits. Et pour le droit, mais finalement, le droit, c'est un enseignement qui coûte peu cher. Il faut des livres, il faut des stylos, des crayons, des ordinateurs, il faut que les profs se déplacent. Mais le premier cycle de droit, je ne pense pas qu'on soit obligé de le faire forcément dans une fac en centre-ville d'une très grosse ville. Alors, j'évoquais la chronique sur les grandes écoles, lieux de formation ou passeport pour la vie. Évidemment, le cas des prépas pose par ailleurs la question du prestige, de la qualité de la sélection, d'un concours. Voilà. Comment... Alors, les grandes écoles françaises, elles sont extrêmement attachées à la voie prépa. C'est la voie royale. Et vous le disiez vous-même dans d'autres interviews, finalement, les admissions parallèles, c'est-à-dire les gens issus d'autres voies que les prépas et qui arrivent en cours dans des programmes de grandes écoles, ben finalement, plus les écoles sont prestigieuses et sont hautes dans les classements, moins elles ont d'admissions parallèles. Bien sûr. C'est une spécificité ultra française, c'est-à-dire que c'est à contresens de ce qu'on voit ailleurs. Voilà, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, le PFL, recrute après le bac. Mais il y a quantité d'institutions partout en Europe, aux États-Unis et ailleurs qui recrutent après le bac, qui ont un cursus à bac plus 5. Si on prend par exemple Politecnico di Milano, qui est une des 5 plus grandes institutions d'enseignement supérieur en Italie, le Polimi, voilà, en fait, c'est une université, c'est un modèle universitaire, c'est celui qu'officiellement on a adopté en France, qui est un premier cycle de 3 ans, une licence, et ensuite il y a une sélection pour savoir ceux qui peuvent rester jusqu'en master, bac plus 5. Donc déjà, il y a un effectif beaucoup plus nombreux, donc il y a beaucoup plus de gens qui bénéficient de cet enseignement. Et ensuite, évidemment, les meilleurs, ceux qui seront les plus recherchés sur le marché du travail et qui auront une meilleure spécialisation, sont ceux qui auront été jusqu'au niveau master. Mais il n'y a pas cette espèce d'étroitesse de la sélection à travers ce concours qui est plus un numerus clausus vers des toutes petites promotions, parce que plus on va en haut dans le classement, plus les promotions sont petites et n'ont pas augmenté malgré la massification du supérieur et même l'accès aux filles, parce qu'on retrouve des chiffres qui finalement n'ont pas énormément évolué depuis le 19e siècle dans les très grandes écoles comme Normal Sup, Ulm ou Polytechnique. Ça c'est extrêmement intéressant. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on fait des prépas? Alors, le but, c'est pas de supprimer les prépas parce qu'on a le couteau entre les dents en disant « Oh là là, c'est pas bien, c'est de l'élitisme ». Parce que la sélection, il y en a beaucoup à l'université. Jean-Michel Catin, qui est chroniqueur également sur campus, à Xerfi, a bien montré qu'en réalité, on prend un élève qui arrive à bac plus 5 ou à bac plus 8 à l'université, il aura franchi un certain nombre de barrières sélectives qui n'a rien à envier à celui qui est rentré dans une classe prépa après le bac et qui aura décroché une école même très, très honorable à la fin de son concours. Parce qu'il y aura eu un moment de sélection qui sera
une brutalité d'ailleurs, mais alors qu'en fac, il y a beaucoup de moments qui sont de fait des sélections, qui peuvent être brutales d'ailleurs, parce qu'il y a malheureusement trop d'échecs dans l'organisation actuelle. Mon but, en défendant ce que dit Pierre Dubois, c'est le même que celui de Pierre Dubois, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas un sous-encadrement des élèves de premier cycle en fac et un sur-encadrement de ceux qui ont la chance d'être en classe prépa, en BTS et en IUT? Est-ce que ces profs agrégés, on ne peut pas réorganiser en quelque sorte la façon dont ils s'occupent de cette génération-là, en fait? Et donc, est-ce qu'on ne peut pas penser plutôt des licences pluridisciplinaires plutôt que des préparations au concours pendant 2 ans, qui quelquefois se redoublent, donc 3 ans à préparer un concours pour entrer dans une école de commerce, par exemple? Est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il ne faut même pas faire une licence pluridisciplinaire et puis par ailleurs ensuite voir par quels moyens on sélectionne à l'entrée en master? C'est ce qui se passe ailleurs en Europe, en fait. Et donc, du coup, la voie, elle a été ouverte, par exemple, par le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de Paris Sciences et Lettres, où il n'y a que des établissements ultra sélectifs. Et ils ont pas créé une classe prépa de plus, ils ont créé une licence commune, qui est une licence pluridisciplinaire. Alors, on se spécialise progressivement, soit vers des matières plus littéraires, soit plus économiques, soit plus scientifiques dures. Mais la première année se passe à Henri IV avec les profs de la prépa Henri IV. En fait, ils ont eux-mêmes incubé le modèle de ce que pourraient devenir les prépas dans les lycées, qui deviendraient des instituts d'études supérieures, dans le projet de Pierre Dubois. C'est donc réaliste, c'est donc des choses qui existent en France et à l'étranger. Absolument. Une nouvelle alliance entre le secondaire et le supérieur. Alors pour les écoles de commerce, si vous me permettez d'ajouter, oui. Les écoles peuvent aussi choisir, il n'y a pas que les prépas qui pourraient évoluer, les écoles peuvent choisir, les écoles de chimie du réseau Gay-Lussac, pour les écoles d'ingénieurs, mais les écoles de commerce peuvent faire pareil, ont choisi de se mettre ensemble pour proposer plusieurs campus sur le territoire pour faire des prépas intégrés, et ensuite on accède aux écoles après ces 2 prépas intégrés. Mais du moment qu'on est admis sur ces campus à faire les prépas intégrés, c'est qu'on va avoir droit à l'une des écoles de chimie qui existent aujourd'hui en France. Pourquoi est-ce que Polytechnique, au lieu de créer un bachelor payant s'adressant au post-bac, n'a pas créé sa prépa intégrée? Pourquoi est-ce que finalement les écoles de commerce, on parlait du diktat de FT sur le classement des écoles de commerce, sont toujours sur ce modèle de faire 2 ans, sauf par exemple l'IESEC, qui est dans le top 10 de la plupart des classements, qui recrute après bac, mais quasiment toutes les autres, des plus prestigieuses, sont ce modèle de on recrute surtout des élèves issus de prépa, donc ce n'est pas nous qui les avons formés, à l'issue d'un concours au bout de 2 ans. Pourquoi elles n'ont pas été capables de s'organiser pour nous proposer un cycle en 5 ans? Un cycle, 3 ans plus 2 ans. Et en même temps, elle crée des bachelors à côté qui recrutent en post-bac. Il y a une sorte comme ça finalement, d'illogisme, d'inconséquence finalement dans les stratégies qui se comprennent parce que c'est des stratégies économiques avant tout. On sait que le bachelor est un produit assez rentable, qui profite de l'image de l'école, etc. Mais néanmoins, qui du point de vue du sens à donner à l'enseignement supérieur et du message à envoyer à ses usagers ou à ses clients quand ce sont des écoles payantes privées et chères, et ben finalement est un message quand même qu'on peut regretter et qui ne va pas dans le sens d'un projet éducatif pour le XXIe siècle, je trouve. Je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir le débat j'avais reçu sur ce plateau Gilles Pachet, qui évoquait les ligues de sport professionnelles comme un modèle. Et il prenait l'exemple des ligues fermées. Là, on sent quand même qu'il y a un rôle de l'État, donc des institutions, qui serait très important pour développer des projets comme ça. Oui, parce que le pilote peut faire changer des logiques qui sont des logiques assez fragiles en réalité. Pourquoi est-ce que le classement du FT est un diktat ? Parce que en fait, tout le monde HEC tient sa réputation d'être premier depuis des années à ce classement. Et il y a 25 écoles françaises dedans, 26. Et il y a 100 classés, il y a 111 candidats ou 109 candidats selon les années. Ça veut dire qu'en fait, les écoles françaises sont les seules, parce qu'elles sont construites sur un modèle qui est très particulier, à avoir tenté de se valoriser par le biais de ce classement. Mais ça les a aussi empêchés de proposer peut-être une offre différenciée, une offre différente, parce que Subdecombes-Montpellier, qui, ceci dit, a un projet peut-être plus original que d'autres, mais enfin, une ESC en région n'a ni les mêmes besoins, ni les mêmes forces, ni les mêmes capacités que HEC à Paris. Le débat est ouvert. Merci Adrien de Trécorneau. Merci beaucoup à vous Jean-Philippe.